l'accueil, c'est tellement important. Là. Tu sais, le premier moment où la stagiaire prend contact par téléphone, mais nos jeunes sont plus portés à l'écrit. Ouais. Donc, je pense que la première présence dans le milieu, un accueil par la direction qui fait le tour des lieux, qui présente la stagiaire là, à l'ensemble du monde du personnel, qui lui donne d'emblée aussi ses opportunités pendant son stage. Tu sais, les opportunités du matériel qui va être disponible. Donc, de vraiment la faire sentir que pendant un bout de temps... Comme. Oui, attendue. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on accueille Marie-Claire, qui est enseignante au cégep dans le domaine de la petite enfance. Fait qu'on a plein de questions pour toi. Merci d'avoir accepté de venir partager un petit bout d'après-midi avec nous. C'est très apprécié. Et puis, on a toujours notre belle et unique question qu'on pose à nos invités. Puis, c'est mon acolyte qui s'y colle pour ça. Marie-Claire, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Quelle question! J'étais une fille seule entourée de garçons. Okay. Donc, je me suis prêtée beaucoup aux jeux de chamaille. Yes. Mais j'étais très aussi... Mon petit frère, c'était ma poupée. Dans mes souvenirs, là, j'avais déjà... c'est ça, l'instinct très protecteur et maternel. J'étais un enfant qui aimait jouer, qui était plutôt aussi, contrairement à aujourd'hui où je suis plus extrovertie, j'étais plus introvertie. Okay. Fait que ça, c'est... C'est le jeu qui t'a amené à être plus extraverti grâce au jeu, tu penses? Ou la vie seulement? Je pense la vie. Ouais. OK. Y a-tu des choses là-dedans qui sont restées justement de ton profil plus en enfance? Là, c'est parce qu'on me dit le mot enfant, puis là, je me projette à 4-5 ans, mais Ouais. tu sais, enfant, c'est plus large que ça. Oui, mais il faut partir d'un ça. point. Ouais. Répète la question, ce que tu disais. Ben, y a-tu des choses qui sont restées de ces traits de caractéristiques-là? Oui, quand même. Tu sais, j'aimais les jeux de chamaille. J'ai joué au rugby pendant 15 ans. OK. Mais c'est ça, introverti plus extroverti. Puis très sociable. J'étais très sociable enfant. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont restées. Ouais, je comprends. Assurément. All right. Ça a teinté ta personnalité d'aujourd'hui, finalement. Ben oui, assurément. Aujourd'hui, Marie-Claire, on a envie de parler avec toi d'un sujet qui concerne beaucoup de milieux de garde, en fait, de milieux éducatifs. C'est l'accueil des stagiaires. On a, même si beaucoup de cohortes, puis on va aussi en parler ensemble, là, les cohortes des cégeps, comment ça va, combien de cohortes vous démarrez, etc. C'est quoi les conditions. Mais on a envie de s'attarder beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que gestionnaire, en tant que directeur, coordonnateur ou coordonnatrice, pour bien accueillir des stagiaires? C'est un peu le sujet qu'on veut aborder avec toi, si tu es OK. Ça serait plate que tu me dises non, par exemple. Non, j'ai envie. Bon, l'idée, c'est d'aborder un peu ça. C'est quoi la première chose qui te vient en tête quand on te dit, mais un bon milieu pour accueillir des stagiaires, c'est quoi, finalement? Bien, tu sais... L'accueil, c'est tellement important. Là. Le premier moment où la stagiaire prend contact par téléphone, mais nos jeunes sont plus portés à l'écrit. Ouais. Donc, je pense que la première présence dans le milieu, un accueil par la direction qui fait le tour des lieux, qui présente la stagiaire là, à l'ensemble du monde du personnel, qui lui donne d'emblée aussi ses opportunités pendant son stage. Tu sais, les opportunités du matériel qui va être disponible. Donc, de vraiment la faire sentir que pendant un bout de temps... Comme. Oui, attendue. Fait que c'est la présenter à l'équipe, de lui annoncer, mais il y a aussi tout le processus aussi, j'imagine, comment une personne qui est responsable, titulaire, je ne sais pas comment vous les appelez dans les cégeps, les parrains, les marraines, ou les tuteurs de stage. Ou du milieu ou du cégep? Du milieu. Mettons, nous, on les appelle les éducateurs ou éducatrices guides. Il y a pas... OK, oui. Guide, OK. Oui, donc assurément, la personne... Mais je crois qu'au-delà du fait qu'une personne... Assurément, ça doit être volontaire. Hein. Mm-hmm. Pour que ça soit un beau stage, il faut que l'éducateur soit volontaire d'accueillir. Mais je pense, au-delà de la personne qui accueille, je pense que c'est l'équipe qui doit être content d'accueillir quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais bon...
parce que la personne qui accueille l'éducatrice guide ou l'éducateur guide, elle va quand même avoir une présence avec elle pendant plusieurs journées, là, tout dépendant du stage. C'est un stage de début de formation ou un stage de fin de formation. Elle va devoir aussi lui laisser de l'espace pour lui permettre d'expérimenter, de pouvoir faire du essai-erreur. Donc, puis il y a quand même, ça demande quand même un bon doigté, tu sais, pour toujours assurer, tu sais, la personne, elle demeure quand même la personne responsable de son groupe d'enfants. Fait que, tu sais, d'avoir le doigté de à quel moment, tu sais, il faut jamais que ça compromette le développement des enfants, bien entendu, ou jamais que, tu sais, donc à quel moment, là, je dois peut-être reprendre, peut-être venir prendre en charge le groupe pour assurer un bon déroulement versus à d'autres moments où là, je la laisse, elle apprendra de ses erreurs. Tu sais, il n'y a pas une seule façon de faire. Je pense que c'est d'y aller vraiment toujours dans une optique de permettre à la stagiaire de se développer, de pouvoir expérimenter. Puis aujourd'hui, pour les stagiaires, est-ce que c'est difficile de trouver des milieux? À Québec, non. OK. Non. Y a-t-il des régions où est-ce que c'est plus compliqué? Peut-être des collègues qui disent... on entend dans d'autres régions que le nombre de milieux 0-5 ans là, sont plus restreints. Là. OK. Tandis que nous, à Québec, C'est-tu plus en région? C'est-tu plus Montréal? Plus en région. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, Non, Québec, Montréal ne sont pas touchés par... Pas de problème. J'aurais été surpris que tu me dises le contraire, là, évidemment. Ouais. Tu sais, des fois, c'est le même CPE dans le même... Tu sais, dans une... Là, tu nous donnais un peu le profil d'un bon guide ou d'une bonne guide là, pour bien accueillir une stagiaire, d'être comme pouvoir laisser aller la personne, pouvoir aussi savoir reprendre, avoir de la pédagogie aussi. Oui. C'est quoi les traits caractéristiques un petit peu ou les traits de caractère que pour bien choisir son guide éducateur ou éducatrice et pour bien choisir la personne qui va être le tuteur de stage ou le guide pour le stagiaire, comment le gestionnaire peut choisir, si ça ne peut pas être le gestionnaire ou le directeur et que ça doit être une éducatrice ou un éducateur, c'est quoi le profil? Comment on fait pour choisir le bon guide, en fait? Mais moi, je suis plutôt, là, ma vision, c'est que peu importe l'expérience que la personne va vivre, ça sera la meilleure expérience, là, dans le sens que... mais c'est sûr qu'il faut que ça soit quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, une ouverture à ce que la personne vienne... bouger les meubles dans son local. Qu'elle soit ouverte à ce qu'elle puisse expérimenter aussi selon... c'est ça, à un certain... jusqu'à un certain niveau, justement, que la stagiaire puisse expérimenter, qu'elle... Mettons, l'éducatrice se dit « pas certain que ça va fonctionner », mais je vais la laisser quand même. Donc, quand on parle d'ouverture, là, je pense à ça, flexibilité, ouverture. Mais je crois qu'on apprend de tous les profils. Oui, bien sûr. C'est une sorte de connexion à la réalité, finalement. Oui, tu ne seras pas toujours dans une bulle où tout va être préparé pour toi, là, finalement. Exactement. Puis, comme dans la majorité des formations, parce que c'est les institutions qui, tu sais, c'est comme le cégep qui décide s'il y a 2 stages, 3 stages, etc. Là. Mais, tu sais, chaque stage a aussi ses intentions, là, de qu'est-ce qu'on va davantage cibler comme développement. Donc, excusez, là, j'ai oublié vers où je m'en allais. Non, en fait, il y a différents profils, finalement, puis il faut être connecté à la réalité. Ça, donc, le fait que la stagiaire va vivre, mettons, 2 à 3 stages, ben, ça lui permet de voir différents styles, autant différents milieux, différentes couleurs, là, des milieux qui ont plus telle approche, telle valeur, qui mettent de l'avant, autant ben, l'équipe de travail aussi, le climat, comment ça fonctionne, etc., que par la suite, la personne avec laquelle elle est affiliée, ben, associée, bien, ça va lui permettre de vivre des expériences différentes et, à mon avis, toutes riches. Fait que, comment vous choisissez les milieux? Le cégep, là, tu parlais parfois en région, c'était compliqué d'obtenir des collaborations avec les milieux éducatifs. J'imagine privé, public, c'est pas tant le sujet, mais plutôt les milieux et la disponibilité en fait des gens sur place. Comment vous les sélectionnez? Est-ce que finalement, parfois, vous avez comme, entre guillemets, pas trop le choix et vous prenez ce qu'il y a de disponible? Ou alors vous avez une volonté de dire,
on a une fiche, des exigences comme... Oui, mais comme c'est les cégep. compétences. OK. Il faut que les compétences de la formation, dans le fond, le ministère de l'Éducation élabore, élabore, dans le fond, les compétences de la formation. Ouais. Donc, il faut que le milieu, que la stagiaire puisse expérimenter ces compétences-là. OK. Il y a des milieux qui peut-être sont moins propices à Ça peut ça. arriver, OK. oui. OK. Oui, ça peut arriver. Mettons, il n'y a aucune rencontre d'équipe, il n'y a aucune que c'est vraiment. C'est rare, là, mais la majorité Mais des je comprends ce milieux que tu veux répondent. dire. Mais il pourrait arriver que certains milieux ne répondent pas, que c'est plus difficile ou que ça devient ça désavantage la stagiaire Ouais. Donc, parce on qu'elle va n'est pas- pas capable de pouvoir le mettre en place. Je là. comprends. Je comprends. Puis tu sais, tantôt on disait c'est les éducatrices guides, les éducateurs guides qui vont vraiment encadrer. Le rôle du gestionnaire du milieu, c'est quoi son rôle à lui dans l'encadrement du stage? Assurer une veille. OK. Oui, d'être disponible pour autant la stagiaire Ouais. que pour son membre du personnel Ouais, qui ouais. accueille, puis d'assurer une veille, puis de jamais se gêner de communiquer justement avec les responsables des stages pour Ouais. s'assurer, puis de se questionner si jamais ils se questionnent sur tel comportement, ou que elle a vu tel document, tout commentaire est toujours bienvenu. Ouais. Puis, c'est ça, de pouvoir communiquer avec les responsables du stage pour pouvoir donner, savoir justement, là, est-ce que Ok. c'est normal ou est-ce que Ouais. tu sais, Fait que s'assurer finalement que ça déraille pas, que la relation va bien, que l'étudiant progresse, que dans le milieu aussi, qu'il n'y ait pas Oui. de zizanie ou de oui, exactement. problématique Puis ou quoi pas que ce soit. gêner, de donner les commentaires, là. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on veut que nos étudiants soient formés à le plus possible coller Ouais, à la réalité. à la réalité, là. Ouais. Je suis curieux, tantôt tu disais que toute expérience de stage est une bonne expérience, là, finalement. Moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, comme dans n'importe quel milieu, c'est ton premier contact avec ton milieu de travail. Puis il y a une différence, il y a toujours un clash entre ce que j'apprends à l'école puis le terrain. Est-ce que qu'est-ce qui ressort le plus, à ton avis, pour les éducatrices qui reviennent de leur stage? C'est quoi qui ressort comme point de dire ça, je l'avais pas vu, ou je pensais pas que c'était comme ça. Ce qui est ou, riche quand les étudiants reviennent Ouais. de leur stage, c'est qu'elles ont des références dans leur tête. Ouais. Ça, là, ça fait toute la différence. Donc, notre façon d'enseigner aux premières années est pas la même à la suite d'une expérience. Tu sais, le stage, là, c'est l'expérience la plus authentique, la plus complète et la plus complexe. La majorité des cours vont axer sur le développement de une ou deux compétences. Ouais. Tandis que le stage, même si le stage, tout à l'heure, je disais le stage 1, tu sais, les stages n'ont pas nécessairement tout le temps les mêmes visées, n'en demeure que pour la stagiaire, c'est toujours la même expérience complète et complexe, même si elle est plus évaluée sur tel élément ou tel élément, mais à tel niveau, là, à tel degré d'acquisition, si je pourrais dire. Donc, de pouvoir après... donc, c'est toute la pratique réflexive qui se met en branle. Ouais. Parce qu'au début, nos étudiants qui n'ont jamais... des fois, ils n'ont jamais changé de couche, là. Donc, puis ils n'ont jamais été en contexte avec des enfants de 0-5 ans. Si on leur parle, on les amène à... Ils ne sont pas capables de puiser dans leur tête des images. Donc, voilà. Il faut qu'ils le vivent, là, finalement. Oui, il faut qu'ils le vivent. Ensuite, mais après ça, c'est leur part de responsabilité, là. De faire les liens. Justement, en fait, tu parles de leur responsabilité en tant que stagiaire. On parlait de la responsabilité du gestionnaire, de comment il peut se préparer, du centre de formation aussi. Vous avez une responsabilité d'accompagnement et de suivi. Comment toi, tu lis ça, par exemple? C'est quoi votre façon de faire, vous, au cégep, pour être suffisamment présent, mais pas trop. En fait, c'est un choix. Il y a plusieurs façons de vivre des stages. La majorité des cégeps dans la province de Québec, ça va être le même genre de stage où l'étudiant est associé à un groupe, donc puis à une personne, l'éducateur associé.
Et mettons, sur 100 heures de stage, on s'entend que 80% des heures et plus vont se faire sans la présence du corps professoral, là, du superviseur. Donc, c'est sûr que l'expérience est vraiment terrain avec les enfants, avec les membres du personnel, l'éducateur guide. Mais c'est le superviseur de stage, donc qui est relié au collège, qui, lui, a la responsabilité d'évaluer l'acquisition ou non, d'accompagner aussi. On évalue, mais on oublie des fois. Le plus important, c'est d'accompagner le développement. Puis, même si je dis que chaque expérience est riche, il y a toujours l'exception à la règle aussi. Là. Des expériences que c'est plus difficile, l'étudiante a plus besoin. Nous, au besoin, on y va plus fréquemment. Notre mandat, c'est vraiment aussi... C'est une co-responsabilité, là. Entre l'étudiant, le milieu, le collège. Puis c'est sûr que nous, on doit donner la note, là, les profs. Mais ça, c'est le plus important, c'est tout l'accompagnement, les rencontres. Puis c'est ça, notre autre grand mandat, c'est d'assurer le lien théorie-pratique que on parlait tout à l'heure, là. De ramener quand tu as fait ça, si tu viens dans ton cours, on aborde telle notion, bel exemple de, donc de... Tu parles du cours, puis c'est beaucoup, la profession, on en parlait un petit peu en préparant l'entrevue, il y a un profil de personnalité ou d'éducateur qui arrive, qui est différent d'il y a quelques années, etc. Puis, il y a toute une adaptation à avoir au niveau des cégeps, au niveau des milieux éducatifs où il faut accompagner aussi maintenant des jeunes qui ont une valeur travail qui est peut-être un petit peu différente par rapport à, j'allais dire, à notre génération, sans dire qu'on est vieux, mais quand même... Ça change. Ça change un petit peu. Comment vous vous adaptez, vous, au cégep? Parce que les cours ou les contenus de cours, sauf si je me trompe, c'est pas les cégeps qui les déterminent, c'est déterminé par... c'est vraiment le ministère là, qui détermine les compétences. Fait que nous, c'est vraiment de permettre le développement et l'évaluation, de développement des compétences à travers les différentes expériences et l'évaluation. Et dans une compétence, oui, il y a des contenus. Dans les contenus, il y a des contenus essentiels qui sont déjà préalablement déterminés. Mais sinon, mais pour ce qui est des habiletés à développer, évaluer, ça, c'est prescriptif. Là. On n'a pas de jeu là sur cet c'est élément-là. Déterminé déjà. Puis est-ce que les formations et les stages, du coup, en fait, sont comme réévalués? Le contenu? Est-ce que tout ce qui est... Puis c'est quoi la fréquence? Comment c'est réévalué, tout ça? Bon, là, j'ai pas les exacts, là. Mais il y a des... Comme là, dernièrement, on a vraiment tout actualisé le programme des techniques en éducation à l'enfance. Donc, on est vraiment avec... nous, on est à notre deuxième cohorte, là. Je pense que la majorité des cégeps dans la province, c'est comme ça aussi. Donc, la deuxième année. Donc là, il y a vraiment eu un remodelage. Oui. Il y a des compétences qui ne sont plus là. Des compétences qui sont rendues un élément d'une compétence. Bon. Sinon, dans les cégeps aussi, il y a des réévaluations à peu près aux 5 ans. Là, je dis un peu, là, je sors un peu de mon champ d'expertise, là, mais je sais. Puis, dans ce temps-là, ils vont questionner les finissants. Ils vont questionner les étudiants, les finissants, les gens du milieu aussi. Justement, les milieux partenaires, les gens qui sont sur le marché de l'emploi. Il y a vraiment toute une étude qui est faite pour améliorer finalement la prise en charge. Oui, s'assurer que ce qui est enseigné est bien représentatif. Bien représentatif, mais en même temps, comme je vous dis, il y a quand même, c'est le choix ministériel. Il y a quand même une grande partie qui est qui est défini par les gens du dessus, là-haut. Il y a je vais changer un peu de sujet. Il y a un ralentissement au niveau de la sortie des étudiants des programmes d'éducation à petite enfance. Tantôt, on parlait des stages, évidemment. Est-ce que le stage est une étape... Parce que c'est pas juste qu'il y a moins d'inscriptions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retirent du processus en cours de route, qui décident de changer. Ce qui arrive dans n'importe quel programme. Il faut être réaliste, là, relatif, effectivement. Mais est-ce que les périodes de stage, c'est des périodes justement de prise de conscience, de dire
pour moi, pas pour moi, il y a Oui, beaucoup de changements. oui, Ouais. vraiment. Puis Bien. surtout le stage, le premier stage, Ouais. ça fait partie du... Puis nous, on a fait des changements dans notre programme. Nous, on a augmenté beaucoup le nombre d'heures d'apprentissage en milieu de travail, donc de partenariat justement avec le milieu. Puis on en a ajouté beaucoup dès le début du parcours. Puis justement, on a vu des étudiants qui, avant, c'était au premier stage, qui quittaient, puis là, ils quittent avant. Ça fait vraiment partie surtout la jeune clientèle qui vient justement plus au DEC, qui sort du secondaire. Il faut s'attendre à ce que ça soit en mode exploratoire. Puis aimer les enfants, c'est pas suffisant. C'est la base, mais c'est pas suffisant. Puis que c'est une profession qui demande des compétences, qui demande c'est ça, donc qui est complexe. Hein? Donc, c'est normal, puis ça se veut ainsi que les stages te permettent de valider ton choix de carrière pour t'épanouir. J'avais un prof qui m'avait dit, moi, quand j'étais jeune, qui m'a dit, mais pourquoi, il avait posé la question à quelqu'un, pourquoi vous voulez faire ce métier? Il avait dit, mais j'aime bien les enfants. Et il a dit, mais moi, j'aime bien le pain, c'est pas pour autant que je suis boulanger. Et j'avais fait comme, ok, moi, j'aime quoi alors? Ça m'avait un peu figé. Je m'en souviens encore. Là. Mais en même temps, j'avais trouvé ça extrêmement pertinent. Oui. C'est pas parce que tu aimes les enfants que tu veux forcément aller explorer. Accompagner, parce qu'il faut aimer l'humain avant tout, parce qu'il faut aimer l'enfant, mais surtout l'adulte qui va devenir. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'alternative en 10 secondes. On veut pas juste numériser la petite enfance. On veut la comprendre, la simplifier et la soutenir, pour vrai. Mangrove, c'est l'alternative québécoise pensée pour vos milieux de garde. Moins de stress, plus d'humain. Puis vous avez des grilles pour accompagner, mettons là, est-ce qu'il faut absolument avoir un espèce de le chemin, je vais faire ma phrase correctement. L'étudiant qui arrive, là, tu dis le premier jour, faut qu'il se sente attendu ou qu'elle se sente attendue et présentée à l'équipe pour comme installer une bonne relation et un bon accueil. Après le chemin de vie du stagiaire, est-ce que c'est intéressant d'avoir comme un espèce de guide pour dans le milieu pour dire, bon, OK, jour 1, voici ce qu'on fait, jour 7, on fait une évaluation, jour 8. Est-ce que vous avez un gabarit à proposer ou c'est plutôt au milieu? Oui, il y a des documents qui sont remis au milieu. Puis, en fait, en posant cette question-là, je me suis dit, mais des fois, peut-être aussi les milieux, des fois, peut-être qu'il y a seulement l'éducatrice qui accueille, qui sait c'est quoi les intentions du stage. Fait que là, peut-être que des fois, les collègues regardent et se disent « c'est... » Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ou, tu sais, il me semble, pour une stagiaire, mais tu sais, on ne doit pas avoir les mêmes attentes à une étudiante qui est en sa première année de formation qu'une étudiante qui est en fin de formation, là, bien entendu. Donc, mais oui, il y a des documents qui sont remis. Pour expliquer justement c'est quoi les compétences visées, c'est quoi les rôles du milieu, c'est quoi le rôle du personnel éducateur qui accueille, le rôle de la stagiaire, le rôle des superviseurs, le rôle des responsables de stage. Donc, tu sais, tout ça, c'est bien remis. Puis, oui, quand même aussi un peu ce qui est attendu, parce que souvent, on y va, j'imagine que c'est comme ça dans tous les collèges, c'est graduel. Tu sais, l'étudiant qui arrive en stage, la stagiaire, là... tu sais, elle commence pas tout de suite en étant en prise en charge du groupe, là. On va y aller vraiment. Il y a toujours une phase d'observation, après des petites prises en charge, des fois même accompagnées, tu sais, quand on pense à nos étudiants qui n'avaient jamais changé de couche. Et puis, pour éventuellement se sentir à l'aise, compétent pour prendre en charge un groupe. Te sentir suffisamment sécure. Donc, tu as comme une espèce de recommandation que vous donnez, vous, pour dire, le stagiaire, les premiers jours, tu vas lui permettre... C'est nos recommandations comme au minimum. Là. Ouais, c'est ça, OK. Tant mieux, c'est une stagiaire, elle est à l'aise, elle a le goût d'en faire plus. C'est un guideline, c'est un guide. C'est un guide qui est ajusté pour, au minimum, la personne. Tu sais, on se dit tout le temps, la personne qui arrive, 17 ans, un peu d'expérience. Tu sais, le premier stage, là, elle peut beaucoup observer. C'est bien.
C'est Ouais, bien. vous attendez pas à ce qu'elle devienne éducatrice au premier stage, finalement. Fait que, Non. parfois, il y a comme en effet, tu parlais des attentes et des exigences. Il y a une perception aussi derrière ça, là, du droit à l'erreur. On en a parlé avec Ouais. Pierre-Luc, un de tes collègues, Ah de oui? ce droit à l'erreur-là. On Euh, l'aime, nous. L'occasion d'apprentissage. Bah oui, en fait. Puis cet espace-là, qu'un gestionnaire aussi, directeur, cordeau, peu importe le rôle là, de leader, Il doit le créer. doit Ouais. créer. C'est ça, Ouais. ce contexte de droit à l'erreur. Puis, mais tu sais, et je sais plus où je m'en allais avec ça, mais ouais, bah, l'idée, c'est de dire que les stagiaires qui arrivent, il y a des perceptions qui sont différentes. Et tu sais, quand tu parlais de communiquer aussi, tu sais, au reste de l'équipe, mettons la stagiaire, pardon, l'éducatrice référente ou guide Ouais. qui aime bien faire ça, qui est à l'aise, qui a le profil type pour accueillir les stagiaires. Et si c'est pas nommé au reste de l'équipe, tu sais, souvent, moi, j'ai déjà entendu dans des milieux, ah bah c'est beau, elle a une personne qui l'aide en plus, fait que ça va. Oui. Alors que, en fait, c'est quand même une charge de travail, Oui. sans mettre ça sur les épaules de la stagiaire, Mm. là, mais c'est du travail Oui, supplémentaire. oui, tout à fait. Alors oui, des fois, elle peut ne pas gérer une activité, mais c'est quand même une observation qu'elle doit faire Mm. et des retours qu'elle doit faire de Oui, reprendre le tout à travail fait. avec C'est un peu la l'attente stagiaire. qu'on a, tu sais, de la personne qui choisit d'accueillir une stagiaire dans son groupe, tu sais, de pouvoir lui donner du feedback assez quotidiennement. Puis, tu sais, elle doit participer, dans le fond, aux rencontres d'évaluation, même si c'est la personne affiliée au cégep qui va donner la note officielle. Tu sais, la personne recueille les informations, puis elle se fie beaucoup au feedback que va donner les gens du milieu, notamment la personne responsable de son stage. Là, elle va être en grande écoute. Tu parles de feedback, justement. Tu sais, c'est quoi les bonnes pratiques par rapport à ça? Parce que donner du feedback, on ne sait pas toujours. Tout le monde ne sait pas faire ça de façon Ouais. adaptée ou de façon Constructive dans et- dans une fréquence. Comment on fait? Est-ce qu'on fait ça tous les jours? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on fait ça à la semaine parce que ça laisse le temps à la personne de s'imprégner des choses? Tu sais, c'est quoi vos recommandations ou vos bonnes pratiques que vous avez vues dans certains milieux éducatifs? J'aurais tendance à dire de façon quotidienne, de manière quotidienne, de se parler, comment ça va, mais tu sais, pour vraiment tu sais, s'asseoir puis là, dire OK, là, au niveau des compétences, qu'est-ce qui semble acquis, qu'est-ce qui est en voie de développement, tu sais, ça peut se faire peut-être 2 ou 3 fois dans un stage. Mais tu sais, vraiment de se positionner, de se donner des moyens, mais je pense au quotidien de relever, ça a été quoi les bons coups, ou que la stagiaire s'est sentie moins à l'aise, de tout de suite aussi nommer, tu sais, nommer ce que, comme, là, je pense à l'éducatrice qui accueille, là, tu sais, d'être capable de nommer que, moi, ça, je suis Ça me pas à convient l'aise moins. aussi, là, tu sais, je pense que c'est les bases de la communication, là, mutuelle, là, bidirectionnelle entre les deux. Mais voilà, moi, j'irais de façon, tu sais, d'emblée, dès le début du stage, puis à quel moment aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise de donner du feedback presque Live, là, Live. genre, là, ah non, c'est pas une bonne idée. Oui, Ouais, alors ça dit. ou tu sais, ils vont puis tu sais, des fois, il y en a, ils ont la capacité subtile dans une, tu sais, que les choses, mais tu sais, des fois, il y a des choses aussi qui ne se disent pas devant les enfants, etc. Mais est-ce que, moi, j'aimerais qu'à chaque jour, on se prend 10 un temps. minutes ou... puis de toute façon, la stagiaire doit quand même aussi dire à la personne, ben moi, je prévois demain. Qu'est-ce que t'en penses? De prendre des initiatives, tu veux dire? Oui, Comme, ben, tu sais, dans le stage, souvent, on va aussi les guider vers prends en charge tel moment de vie. Ouais, c'est tu sais, donc, mais toujours avoir l'accord de la personne qui l'accueille. Tu sais, ah ben non, demain, il y a les photos, tu pourras pas à tel Justement. moment. Ouais, tu c'est vas ça. vivre d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, il peut arriver, ça peut être contextuel, mais ça peut être aussi pour aller chercher son avis d'experte. Tu sais, l'éducatrice là, qui accueille, là, elle a une expertise qu'elle peut transmettre, partager à la stagiaire. Avez-vous des curseurs, pas des curseurs, mais des espèces de grilles d'auto-évaluation, tu sais, pour amener la personne à être dans cette introspection-là? Tu sais, quand Oui. on travaille dans la petite enfance et qu'on est professionnel là-dedans, c'est extrêmement important de garder cette introspection-là, de se remettre en question, donc de garder une curiosité professionnelle, etc. Est-ce que vous avez ces grilles-là pour les habituer, en fait, très tôt à avoir cette dynamique de pensée? Oui, oui, tout à Ok. fait. C'est même dans la majorité des compétences, il y a un élément qui invite à l'auto-évaluation ou à le retour sur sa pratique ou sur
pratique réflexive, démarche réflexive, peu importe comment on le nomme, Ouais. là, mais de revenir sur ses actions, de relever qu'est-ce qui était des bons coups, faire des liens avec les notions théoriques, de quelle façon, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment, etc. Là. Ouais. Puis vous autres, ça vous donne sûrement des bons indicateurs sur le fait, oui, sa démarche, puis comment elle se trouve par rapport à elle-même, mais elle-même, vous, de pouvoir évaluer si la personne est finalement connectée avec ce qui s'est passé réellement. Là, Oui. j'ai fait ça, c'était vraiment merveilleux, puis tu as l'éducatrice référente à côté guide qui est là. Non, Faudrait qu'on se parle. c'est ça, puis ça me fait penser des fois aussi, dans notre accompagnement, mettons, l'étudiant va dire ça a bien été, les enfants ont bien participé. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas, nous, on va les accompagner pour dire, ça a bien été parce que j'ai mis tel moyen en place, parce que je me suis mis à la hauteur des enfants. C'est pas... puis ça aussi, on essaie de... Quand on va les observer, nos étudiants, on veut pas qu'ils soient trop stressés. C'est pas les enfants qu'on observe, c'est l'étudiant qu'on observe. Donc, de les amener aussi à prendre conscience que c'est à travers leurs actions, à travers les choix, c'est ce qui va contribuer. Puis après, si l'enfant décide de ne pas écouter, il ne veut pas participer, cette partie-là, oui, on peut avoir des stratégies pour faciliter, mais c'est une partie qui appartient à l'enfant aussi. Là. Donc, c'est pas parce que je vais voir une stagiaire que, à ce moment-là, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Les enfants n'ont pas participé, qu'elle n'a pas manifesté quand même certaines habiletés ou des compétences. Donc, fait que ça aussi, dans le regard réflexif, d'amener l'étudiant à vraiment voir comment l'influence, dans le fond, que j'ai dans mon attitude, dans mes comportements, dans ma façon d'aménager mon local, ma façon de... bon. Je comprends. Intéressant. Êtes-vous aussi en lien avec toute les exigences? J'imagine que oui, mais quand même, je trouve ça intéressant de te poser la question sur la qualité éducative, etc. Est-ce que vous ajustez ça en fonction de... Enfin, ça, donc la formation, je veux dire, ce truc, en fonction des ajustements, des aménagements, du guide, accueillir la petite enfance, etc. C'est accueillir la petite enfance, c'est ta Bible, tu t'endors avec, j'imagine. Oui. Joli chapitre. Mais oui, tout à fait. Oui. Okay. On s'assure que souvent, si on revient aussi, c'est notre cadre de référence pour le 0-5 ans, parce qu'en technique d'éducation à l'enfance, c'est pour 0-12 ans. Donc, le 6-12 ans, le même maternel, c'est un autre... On parle là de la qualité éducative, de l'aménagement du territoire. J'allais dire non, des locaux, déjà, c'est déjà pas mal. C'est des grands locaux quand même. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait reçu Nadia de l'école Océlia qui parlait justement de cette créativité. Est-ce que c'est encore présenté? Elle disait, nous, à l'école Océlia, donc en France, elle disait, on va chercher, on sort la formation des murs, puis on va chercher des collaborations avec un tel, bidule, etc., pour des graphistes, des bibliothèques, des projets, en fait, qui sont financés et qui voient le jour pour de vrai et qui servent à la population après, pour stimuler la créativité des étudiants, donc utiliser les livres, utiliser la musique, utiliser plein de médias différents. Puis je veux juste faire une mini parenthèse là-dessus. On voit ça se perd un petit peu quand même dans les milieux, cette créativité-là, parce que les plateformes comme, pour pas les nommer, Educatou ou Bidule et machin, ont toutes des choses déjà toutes montées. Donc il y a moins cette recherche créative. Est-ce que vous, en fait, vous allez justement faire nourrir un peu plus cette flamme-là dans les cégeps? Ça me fait sourire parce qu'on s'entend qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être en tout cas, pour en rejaser, mais... la créativité, ça a été un deuil quand ils ont revu les compétences, ils l'ont enlevé. Il y avait la compétence d'exploiter sa créativité. Elle est quand même présente là, plus dans l'idée, dans les nouvelles compétences, là, l'idée d'être capable de chercher, d'être un générateur d'idées. Là. Mais quand même, là, on a vu... c'est certain que la créativité, c'est un élément qu'on veut stimuler chez nos étudiants. Tout à fait. Je suis assez persuadée, en tout cas pour moi, c'est hyper important pour mon équipe, je le sais, puis je suis assez convaincue que on le sait que la profession d'éducateur-éducatrice, ça demande de la créativité. Tu as un projet là, donc toi qui t'as fait avec les étudiants, notamment dans le type on sort la formation des murs. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ou, Oui, bien, en fait, oui, puis peut-être à prime abord, quand on parle d'apprentissage en milieu de travail, ça a été
quand nous, en tout cas au Cégep de Sainte-Foy, on a vraiment voulu comme avoir cette couleur-là. Puis il y a d'autres cégeps qui ont emprunté ça vraiment pour créer le plus de partenariats possible avec les gens du milieu. Donc ça crée de l'ébullition d'idées aussi, puis de potentiel. Bon. Moi aussi, que ça m'a amené, ça a été d'aller vers des partenariats justement avec des milieux où j'associe une classe avec un milieu. Et là, les milieux nous disent c'est quoi leurs besoins. Puis en fonction des besoins, on développe des projets. Ça nous a amené à développer quelques projets, dont un album jeunesse. Donc, un groupe, une classe étudiante qui a... puis là, tu sais, il y a eu la partie en classe, en lien avec le contenu du cours. Puis après, bien, ça a été quasiment, pas tout à fait de novembre à novembre, là, à peu près, là, mais ça a été quasiment un an de parascolaire là, que les étudiants se sont engagés. Puis oui, à travers ce type de projet-là, c'est des valeurs, en tout cas, certains appellent d'empowerment ou d'intrapreneurial. Mais on veut aller éveiller justement la flamme d'engagement. D'initiative, d'implication, d'engagement. Donc, ça a été vraiment un beau projet qui a eu le lancement de notre livre Gribouille. Les trouilles de Gribouille a été vraiment un beau projet parce qu'en plus, on a collaboré avec les étudiants du studio, donc des étudiants en graphisme du Cégep de Sainte-Foy, donc étudiants en technique d'éducation à l'enfance, volet plus éducatif, une affiche conseil, une histoire pour les enfants, etc., illustrée par des étudiants en graphisme. Puis... bon, moi, je suis assez vendue, là, que ce type de partenariat avec autant les gens du milieu, du terrain, puis après d'aller chercher d'autres contributions. Comme là, on a un beau partenariat avec les étudiants en graphisme pour pouvoir ensuite créer du matériel éducatif. Voilà. Mettons, là, demain, moi, je suis responsable d'un service de garde, mettons, et je viens de voir, ou un de tes collègues, et je dis, on aimerait ça créer un projet avec les étudiants de type, je sais pas, créer une scène de théâtre, pas une scène de théâtre, mais une pièce de théâtre pour Noël. Est-ce que ça serait un projet que les étudiants pourraient mener en collaboration avec le milieu, ou alors c'est trop gabarisé, c'est difficile Oui, il y a une partie oui, une partie non. Il y a une partie qui est gabarisée, que c'est un cours. T'sais, dans mon cours, mettons, avec le développement du projet du livre de Gribouille, bien, là, je dois quand même, moi, ma responsabilité, c'est de développer les compétences liées au cours. Donc, tu sais, le projet doit, après ma barre, favoriser ça. Donc, ça, c'est comme mon gabarit. Mais quand on tombe dans le parascolaire, là, tout est possible. Oui, mais là, dans le parascolaire, les étudiants qui ont des horaires d'étudiants au cégep, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est assez chargé. J'étais pas au cégep, moi, au Québec, j'étais ailleurs. Mais c'est assez chargé. Fait que je pense que malheureusement, ce qui est pour moi un gage de réussite et d'implication, c'est parce que ça va se coller à une compétence d'un cours. Donc, tout est possible. Mais il faut orienter le projet pour que ça colle à une compétence. À une compétence, à un cours qui va tomber à session d'automne ou à l'hiver, qui est sur 15 semaines. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y a quand même, quand on dit... Un cadre. Oui, je comprends. Il y a un cadre, mais c'est pas fermé. Moi, je trouve ça intéressant, par exemple, parce que, tu sais, c'est pas fermé, ça, c'est certain. Puis, tu sais, moi, justement, avec les projets, parce que là, on est dans un autre projet avec un autre groupe classe où on est en train de créer un jeu de société pour les familles, les enfants. On s'est dit peut-être à partir de 3 ans et plus. Tu parlais du jeu, tu parlais le jeu des familles. Oui, c'est ça. Bien, en fait, là, oui, c'est ça. Donc, tu sais, dans ce type de projet-là, est-ce qu'on pourrait aller vers des appels d'offres? Tu sais, on affiche où, etc. Là, tu sais, ça, c'est des questions qu'on s'est posées, justement. Appel à projet, un peu. Appel à projet, oui, c'est ça, un peu à la... Mais, tu sais, peut-être les associations pourraient, là, oui, tu vois, les associations qui représentent les milieux de garde, les milieux éducatifs, tout confondu, parce qu'on pense aussi à des associations qui représentent les milieux familiaux, qui sont parfois un peu plus isolés en termes de créativité, parce qu'elles sont moins nombreuses dans leur milieu, mettons. Et puis, tu sais, mais les autres associations, moi, je suis certaine que tu leur dirais, on fait un appel à projet sur quelque chose. Moi, je suis sûre que tu roulerais sur les demandes. Oui, moi! Parce que jusqu'à présent, moi, j'y étais plus à la carte. Parce que j'ai 2 classes. J'ai 2 classes. Ah, tiens, j'ai une amie qui travaille dans tel milieu. Ensuite, ton milieu embarquerait.
Ça a été ça a été plus de cette façon-là, mais moi, j'aime beaucoup l'idée de démocratiser, d'offrir la possibilité à tout le monde. Mais ça nous connecte au puis, cégep, ouais. je trouve, parce que parfois, tu sais, on a comme, quand on préparait l'émission, j'allais dire l'enregistrement en tout cas, il y avait ce côté, cette déconnexion des fois qu'on voyait entre les milieux éducatifs puis le cégep, ou en tout cas les centres de formation, pas forcément le cégep, là, mais les centres de formation. On est comme parfois un peu éloignés, et c'est ce qui est très symptomatique, je trouve, de... Comment je fais vivre la pratique et la théorie. Oui. Concrètement, sur le terrain, déjà, le lien est plus compliqué, en fait, ou en tout cas se fait moins. Fait que l'idée est de créer ce pont-là, et en fait, ces projets-là permettraient de créer ces ponts-là et d'arriver à faire ce lien entre la pratique et la théorie. Là. Je trouve que dans ces projets, ça stimule. Là. Je trouve ça grisant, moi, pour des étudiants et des équipes, en fait, qui viennent accueillir des étudiants qui vont faire un spectacle de Noël et qui vont le driver. C'est sûr qu'elles vont être ravies, là. Il et elle. Oui, tout à fait. On aurait un milliard d'idées, mais en fait, on aimerait ça aussi que tu nous parles. Donc là, tu as parlé du projet de Gribouille. Où est-ce qu'on peut le trouver, donc, ce projet? Ça s'appelle Les Trouilles de Gribouille. Dans le fond, la technique d'éducation à l'enfance au Cégep de Sainte-Foy, on a une jeune coop, là, qui est Gribouille Jeune Coop. Donc, tu sais, tout l'argent qu'on fait, là, c'est vraiment pareil pour les étudiants. Si vous appelez au Cégep de Sainte-Foy par les communications, vous allez être capable là, d'entrer en communication avec moi ou un membre de l'équipe. Le jeu de société aussi, là, éventuellement, on va faire un lancement. Puis, il n'est pas encore disponible, il est au travail, celui-ci. Il est, oui, en développement. Oui. Veux-tu poser notre petite question de... Oui, en fait, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc, si les gens avaient une information à retenir de la conversation, on a eu un point qu'on a discuté que tu aimerais que les gens repartent avec, ce serait quoi? Bien, j'ai beaucoup aimé ce dont tu as parlé à la fin, l'importance de créer des lieux de rencontre pour vraiment bien comprendre le rôle de chacun. Puis justement, j'espère qu'à la suite de ce podcast, des directions ou même des peu importe, là, membres de personnel dans des services éducatifs qui voient que justement, mettons, le cégep a certains mandats, certains gabarits, etc. Mais il faut créer des lieux de rencontre justement pour comprendre le rôle de chacun, les intentions aussi d'un stage. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je retiens. Les possibilités, puis que c'est en se rencontrant, c'est puis justement en mettant en place des projets qui mettent en partenariat les milieux avec les étudiants du cégep. Non, c'est intéressant. En fait, se casser les silos, on en parle de ça. Merci beaucoup. Le dernier point qu'on veut aborder avec toi, c'est en fait, tu nous as glissé comme ça juste avant l'enregistrement que tu avais aussi des projets perso. Puis je veux si tu es OK, qu'on puisse le nommer en fait pour que ce soit su et entendu. Veux-tu nous en parler un peu? Bien, en fait, avec la collaboration avec les étudiants en graphisme, il y a comme eu... ils ont beaucoup aimé avoir la possibilité d'illustrer un album jeunesse. Donc, l'année suivante, as-tu un projet étudiant, Marie-Claire? Puis là, Puis là, j'ai décidé d'y aller personnellement. J'ai déposé une histoire qui a été illustrée par une étudiante. En fait, ce qui est génial quand on fait ça, c'est que c'est plusieurs étudiants et moi, je choisis la personne, en tout cas. Donc, j'ai choisi Zoé. Ensuite, j'ai travaillé avec elle. Donc là, je suis en train de publier mon premier album jeunesse. Félicitations. C'est cool, oui. Je fais affaire avec une maison d'édition, Apothéose. Et le titre, c'est Mission Biscuit Exquis, le titre ou l'art de bouger sans se faire remarquer. Je ne l'ai pas encore physiquement, mais là, je l'ai déjà annoncé puisque... je devrais l'avoir avant Noël et pouvoir... Mais il devrait être en vente dans les librairies, sinon aussi par le cégep, par les communications du cégep. Là, je peux aussi en remettre en main propre. En mode dédicace. Même une dédicace. Du service là-dedans. OK. Félicitations. Moi, je trouve ça très chouette, en fait, d'avoir cette ouverture-là et cette collaboration qui est tellement présente en toi. Je trouve que ça bouge les murs et généralement, on aime ça, en fait, d'aller casser ces silos. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté de venir nous parler stagiaire et puis accompagnement, formation. C'est primordial pour la suite de la profession. Fait que merci beaucoup. On se retrouve pour notre part au prochain épisode, la semaine prochaine.
prochaine. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, évidemment. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme tous les influenceurs disent. Maintenant, on est rendu des influenceurs, c'est comme ça la vie. N'hésitez pas à cliquer là-dessus, ça vous permettra d'avoir la petite ping pour nous dire, pour vous informer du prochain épisode. Sachez que c'est tous les mercredis à 13h, généralement, heure du Québec, que les épisodes sortent. Alors, à mercredi prochain. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.